Et là, il me dit vous n'oseriez pas lever la main sur un duc tout de même. Alors, moi, je réponds je ne vois devant moi qu'un citoyen ayant trahi sa patrie. Tu lui as vraiment dit ça? Non. Ouais, je me disais aussi. T'as jamais eu de répartie. Aujourd'hui, nous entamons une petite série de 3 épisodes pour aborder la notion de mémoire et ses liens avec l'histoire. Ici, quand on parle de mémoire, c'est bien dans sa dimension collective, hein, mais on n'y est pas encore. Et pour ce premier épisode, je vous propose d'attaquer avec la question de l'écriture par les contemporains d'un événement. Comment on en tire du sens, comment on relate les faits, comment on les interprète, etc. Et pour l'illustrer, on va s'amuser un peu en prenant la prise des Tuileries du 10 août 1792, un épisode révolutionnaire majeur qu'on va analyser comme une bataille. Je sors pas ça de nulle part, hein, mais vous allez voir, ça dévoile des choses intéressantes. Mais commençons par le commencement. En tant que combat révolutionnaire contre les soutiens de la royauté française, la prise des Tuileries est un objet historique bien spécifique. Parfois nommée la deuxième révolution, cette journée du 10 août 1792 est moins connue que la prise de la Bastille du 14 juillet 1789, alors qu'elle est fondatrice à plusieurs égards. Il nous faut donc nous pencher sur le contexte politique et militaire de la France de 1792 pour essayer de suivre. Sachant que ça va nous amener à parler d'un certain nombre d'acteurs. Sur ce, bon courage à toutes et à tous. Après la convocation des États généraux par Louis XVI, le serment du jeu de paume, la mise en place de l'Assemblée nationale constituante, censée donner une constitution à la France, la prise de la Bastille, l'abolition de la féodalité, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, les journées du 5 et 6 octobre 1789, où le roi est contraint de quitter Versailles pour s'installer aux Tuileries, la fête de la Fédération le 14 juillet 1790 et l'adoption de la Constitution de 1791 le 13 septembre, la France a été profondément transformée sur le plan des pouvoirs politiques. Alors, vous vous doutez bien que cette simple liste n'est en rien un exposé des réalités ni des conséquences de toutes ces transformations. Non, mais parce que sinon j'ouvre une autre chaîne YouTube, hein. Là, je suis obligé de vous renvoyer vers l'énorme travail de la chaîne d'Estonie, voire lien en description. Bref, si on veut un résumé, la France est, à partir de septembre 1791, une monarchie constitutionnelle. Sur le principe, beaucoup de choses ont changé. L'administration est centralisée, la justice est uniformisée, on inscrit l'égalité devant la loi et l'impôt, l'influence de l'Église est vraiment réduite et les pouvoirs sont séparés. Le roi a le pouvoir exécutif et peut désigner ses ministres. Il conserve également un certain pouvoir législatif grâce à son droit de veto qui lui permet de suspendre n'importe quelle loi votée, ce qu'il ne se privera pas de faire. L'Assemblée constituante se dissout pour laisser la place à l'Assemblée législative, élue au suffrage censitaire masculin. Elle a le pouvoir législatif, évidemment. Enfin, les magistrats sont également élus. Bref, le pouvoir est mieux réparti et les 3 ordres, entre le clergé, la noblesse et le tiers-état, recomposent leurs relations de pouvoir. Alors attention, il ne faut pas voir ici la mise en place d'une démocratie populaire, ni voir dans l'abolition des privilèges la fin de la noblesse. De fait, la constituante puis la législative sont des assemblées qui témoignent de la recherche d'un nouveau compromis entre la noblesse et la bourgeoisie. Je peux pas rentrer dans les détails, c'est juste trop. Retenez du coup, pour faire vraiment simple, que la situation en 1791 reste gérée par les puissants. Sauf que la Constitution reste extrêmement fragile et ne va pas manquer de montrer très rapidement ses limites. On peut dire que depuis 1789, la royauté n'est remise en cause que tardivement, mais ça vient pour plusieurs raisons. Avant même la mise en place de la Constitution, la fuite de nombreux nobles à l'étranger, que l'on nomme les émigrés, crée une ambiance paranoïaque, et ce d'autant plus que ces nobles sont extrêmement hostiles à la Révolution et poussent les cours européennes à l'intervention. Mais le véritable tournant, c'est la fuite du roi en juin 1791 jusqu'à sa capture à Varennes.
Cet épisode est particulièrement important parce qu'il cimente dans l'esprit des patriotes l'idée de la duplicité du roi, qui ferait mine d'accepter la Révolution pour mieux la trahir en s'alliant avec les autres monarques européens. Ah, et quand je dis patriote, c'est au sens où il s'en réclamait à l'époque. Donc, pour faire très simple, quelqu'un qui soutient les idées de la Révolution. Bref, on reprend. Si Louis XVI est suspendu puis réintégré dans sa fonction de roi, le courant républicain se fait désormais entendre. Le 17 juillet 1791, une manifestation dégénère en fusillade faisant dans les 50 morts parmi les manifestants. L'événement consomme une véritable scission politique entre la bourgeoisie et le mouvement populaire, ainsi qu'entre les tenants d'un compromis avec la monarchie et les républicains qui gagnent en soutien. Encore une fois, je vais vite, Ni la noblesse, ni la bourgeoisie, ni la population n'ont des opinions unifiées et immobiles. Il y a des courants. Tout ça pour dire qu'au début de l'année 1792, on a une situation assez explosive et, pour faire simple, 3 acteurs principaux. Le roi, entouré de ses soutiens monarchistes, plus ou moins, surtout moins, ouverts aux compromis et aux idées de la Révolution. L'Assemblée législative, globalement acquise aux bourgeois et défenseuse de l'idée d'une monarchie constitutionnelle. Avec évidemment plusieurs courants, mais dont celui qui s'impose est celui des Girondins, contre les feuillants du côté monarchiste et les montagnards du côté républicain. Et enfin la population, qui est elle-même traversée par de nombreuses mouvances, influencée par les groupes politiques et les positions sociales. Entre les quartiers populaires, avec la sans-culotterie qui y gagne clairement en puissance, et les quartiers les plus riches, bourgeois ou nobiliaires, qui restent plus attachés à la monarchie. Et bien évidemment ici je ne parle que de Paris, mais ça traverse tout le reste du pays sous différentes formes. Bon, je vous raconte tout ça, mais il s'agirait d'avancer, donc maintenant on va essayer d'expliquer la montée en tension qui amène au 10 août 1792. Le premier gros facteur à citer, après la fragilisation de la figure du roi, c'est la guerre. Entre le traitement de Louis XVI après sa tentative de fuite et l'influence des émigrés, la possibilité d'une intervention militaire en France gagne des soutiens, notamment en Prusse et en Autriche, qui signent ensemble la déclaration de Pillnitz en août 1791. Au sein du Saint-Empire, plusieurs princes allemands, notamment à la frontière, sont également échaudés par la Révolution, tandis que l'annexion par la France du comté venessin, appartenant aux États pontificaux, augmente les tensions. La Grande-Bretagne maintient sa neutralité. En France, les Girondins, qui dominent l'Assemblée législative, se montrent assez bellicistes. Ils se déclarent en faveur d'une extension des principes de la Révolution contre l'absolutisme et les privilèges aristocratiques et se disent que ça peut masquer une partie de leurs problèmes internes. Les tensions augmentent, pas mal de choses se passent, notamment autour de la question des émigrés que la France n'apprécie pas vraiment de voir ainsi accueillis. En face, les négociations diplomatiques avancent pour mener à une potentielle coalition agrégeant des princes autour de l'Autriche. Et finalement, les Girondins ayant toujours la main, ils finissent par lancer un ultimatum à l'Autriche en mars 1792, soit elle renonce à la déclaration de Pillnitz, soit c'est la guerre. Silence radio en face, donc le 20 avril 1792, la France déclare la guerre au roi de Bohême et de Hongrie. Cette finesse vient du fait que l'empereur d'Autriche, Léopold II, vient de mourir le 20 mars. Son fils a pris la relève mais n'a pas encore été élu empereur du Saint-Empire romain germanique. C'est une manière de ménager les États allemands et d'isoler l'Autriche et son nouveau souverain. Ça prend pas plus que ça, d'autant plus que la Prusse respecte son engagement de Pillnitz et déclare la guerre à la France le 20 mai 1792. Beaucoup de vin dans cette affaire. Bref, la guerre qui sera par la suite nommée la guerre de première coalition commence, et le moins qu'on puisse dire c'est que ça se passe pas bien du tout. Bon, faut dire que l'armée française a été bien désorganisée par la Révolution et l'émigration. Elle manque d'officiers, de matériel, bref, c'est pas ouf. Et les opérations parlent d'elles-mêmes. Si à l'est le Porrentruy est pris très rapidement par les Français, une opération offensive au nord contre les Pays-Bas autrichiens se transforme en échec total, menant au repli des troupes à la première difficulté. Des rumeurs de trahison amènent même les troupes à tuer le général Dillon. Tandis que les forces autrichiennes et prussiennes soutenues par les émigrés se rassemblent à la frontière, la peur monte à Paris où l'Assemblée législative appelle à la formation de bataillons de volontaires le 15 juin. Avec ces revers, la tension monte et pour ne rien arranger, le roi use de son veto contre plusieurs initiatives de l'Assemblée législative, y compris au regard de la guerre. Ça contribue à radicaliser le camp républicain, pour le dire simplement. La situation saoule même les Girondins qui se disent qu'il serait peut-être temps de mettre un petit coup de pression sur le roi et le camp monarchiste.
Un des grands soutiens de ces derniers, Lafayette, refuse de pactiser avec les Girondins, qui décident donc de faire passer quelques lois. À retenir, la dissolution de la garde constitutionnelle du roi, composée essentiellement de nobles, la création d'un camp pour protéger Paris et la levée de 20 000 fédérés pour les faire monter à la capitale et y fêter le 14 juillet. Je ne rentre pas dans les détails, mais retenez surtout que les missions d'ordre public relèvent depuis la Révolution de la garde nationale composée de citoyens actifs locaux, donc des gens plutôt aisés. Les fédérés sont des gardes nationaux de province, avec une tendance plus démocrate, voire républicaine. Leur nom vient des fêtes de la Fédération en 1790, où les bataillons de gardes nationaux prêtent serment à l'Union nationale. Conséquence notable, une part non négligeable de la population se retrouve ainsi armée et organisée en corps. Excepté la dissolution de la garde constitutionnelle, Louis XVI pose son veto à tout. Entre le camp girondin et le camp royaliste, le torchon brûle. Alors les Girondins tentent un coup. Ils laissent monter les comités révolutionnaires, bien plus populaires et finalement la base de la sans-culotterie. Et le 20 juin 1792, le palais des Tuileries est envahi par la population parisienne. Le coup de pression est important, le château étant le centre du pouvoir royal, mais ça ne dégénère pas en combat. Louis XVI se laisse secouer un peu mais ne recule pas. C'est un coup d'épée dans l'eau, mais ça ancre l'idée dans les deux camps qu'une opération militaire peut donner des résultats. Et le camp royaliste ne manque pas de répliquer. Le 28 juin, Lafayette vient en personne à l'Assemblée législative pour la faire rentrer dans le rang. Pareil, ça dégénère pas et l'Assemblée ne recule pas. C'est une impasse. Résultat, des bataillons de fédérés, malgré l'absence de loi, commencent à converger vers Paris pour le 14 juillet. En parallèle, les assemblées de quartier, les clubs et les sections révolutionnaires connaissent leur plus grande affluence et pas seulement à Paris. Le 11 juillet, l'Assemblée déclare la patrie en danger et appelle à rejoindre les gardes nationaux. C'est là que l'opposition politique échappe à la fois aux nobles et aux bourgeois, aux monarchistes et aux girondins de l'Assemblée législative. Cette déclaration produit un sursaut républicain. Le roi est de plus en plus perçu comme un danger pour la Révolution, et ce d'autant plus qu'il est vu comme un traître depuis sa fuite. Il y a une véritable peur d'une Saint-Barthélemy des patriotes. Un massacre à venir suite à la trahison du roi et de la noblesse. Vous voyez un peu l'imaginaire que ça mobilise. Pour ne rien arranger, le duc de Brunswick, qui prépare une invasion de la France avec les Prussiens, publie le 25 juillet le Manifeste de Brunswick. Clairement contre-révolutionnaire, ce manifeste déclare que l'ordre et le pouvoir absolu du roi seront ramenés par les armes prussiennes et autrichiennes et appelle à la soumission. Autant vous dire qu'à Paris, c'est pas du tout bien pris. Et c'est à ce moment qu'arrivent des bataillons de fédérés, notamment les bataillons marseillais et brestois. Et oui, c'est là que le chant de guerre pour l'armée du Rhin est associé aux Marseillais pour devenir la Marseillaise. Rien qu'avec la déclaration de la patrie en danger, on a 15 000 enrôlements dans Paris même. Les sans-culottes se renforcent, tandis qu'on a de plus en plus de gardes nationaux et de fédérés acquis à la cause républicaine dans la capitale. Bref, l'enjeu politique est déplacé vers un rapport de force de plus en plus armé, avec une question qui s'impose dans le débat, la déchéance du roi et l'abolition de la royauté. De plus en plus de pétitions le demandent, et le 3 août, c'est carrément le maire de Paris, Pétion, qui réclame cette déchéance, votée par 47 des 48 sections révolutionnaires de la ville. Les fédérés rapportent également cette demande de leur province d'origine. Cette déchéance signifiant l'échec de la Constitution de 1791, on demande également la mise en place d'une assemblée constituante pour proposer une nouvelle constitution. L'Assemblée législative est pas chaude, donc elle temporise. Mais c'est trop tard. L'ambiance est carrément insurrectionnelle et une section révolutionnaire, celle des 15-20, pose un ultimatum le 4 août. Soit l'Assemblée législative prononce la déchéance de Louis XVI et l'abolition de la royauté, soit le tocsin sonnera le 9 août à minuit. Et comme il se passe rien, le 9 août, l'hôtel de ville est envahi et Pétion se laisse démettre de ses fonctions. On déclare la mise en place d'une commune insurrectionnelle. Je vous passe les détails parce que prendre les armes n'a rien d'évident, mais en gros, il y a un véritable effet d'entraînement et une vraie peur de la trahison royale, ainsi que des bataillons de gardes nationaux qui sont plutôt de son côté. 28 des 48 sections révolutionnaires s'engagent ainsi dans le processus, tandis que les bataillons plus bourgeois de la garde nationale se tiennent plutôt à l'écart.
Pendant la nuit, des colonnes de gardes nationaux parisiens et de province ainsi que de sans-culottes convergent vers les Tuileries, et c'est là qu'on va commencer à s'intéresser un petit peu aux opérations. Car ce qui va se passer est de l'ordre de la guerre civile, un bras de fer armé comparable à une véritable bataille, même si, avant les premiers coups de feu, personne ne pouvait être sûr que ça se passerait de cette manière. Bon, après, on s'y est bien préparé des deux côtés, mais comme le 20 juin ne s'est pas terminé en bas de sang, faire parler les armes n'a rien d'évident. Mais avant toute chose, parlons un peu des forces en présence. On l'a dit, du côté révolutionnaire, on a un mix assez peu homogène entre des gardes nationaux parisiens, des fédérés restés à la capitale et des révoltés du coin. Pour les fédérés, on les estime à environ 2000. Pour les gardes nationaux, c'est un peu plus compliqué, mais en gros, on peut tabler sur entre 4 et 6 000 personnes armées et organisées en unités. Les sans-culottes ont pris un peu ce qu'ils pouvaient. Il y a certainement beaucoup de monde qui sont juste venus sans armes pour faire du nombre. Globalement, on peut viser plus d'une dizaine de milliers de personnes auxquelles on ne peut pas prêter une capacité militaire quelconque. En face, on n'est pas resté sans rien faire. Ainsi, les Tuileries sont défendues par 3 forces. Les gardes suisses, troupes professionnelles. Ce sont des mercenaires historiquement associés à la protection du roi. Sur les 1500 de la garde, on en compte 900 dans les Tuileries. Des nobles volontaires qui viennent pour défendre le roi, entre 200 et 300. Ils s'organisent en 2 compagnies distinctes du reste. Ils nous intéressent pour la suite, retenez leur présence. Et enfin, entre 2 et 3 000 gardes nationaux. Puisque c'est leur rôle de défendre l'ordre public, ils ont été postés ici en prévision de la journée à venir. Une bonne partie n'est pas spécialement contente d'être là, notamment les artilleurs avec une plus forte tendance patriote. Mais en gros, il faut que vous ayez à l'esprit qu'il y a des gardes nationaux des 2 côtés, avec les mêmes uniformes, ce qui entretient une certaine confusion. Bref, jetons un œil à la situation à minuit. La défense du palais des Tuileries, aujourd'hui disparue et se trouvant au niveau du pont royal relié au Louvre par la Grande Galerie, est organisée par le marquis de Mandat, chef de la garde nationale. Ce dernier bloque les ponts avec des canons et place des gardes au niveau de la cour intérieure devant la place du Carrousel et au niveau du jardin des Tuileries. Le but est d'éviter de laisser le palais être encerclé. Gardes suisses et nobles restent à l'intérieur. Notez bien que les 3 groupes, entre patriotes, bourgeois et sans-culottes, sont assez divisés. Lire la situation pour eux n'a rien d'évident. Dans la garde nationale, il y a des bataillons réputés royalistes, d'autres plus modérés, à tendance loyaliste, Et des bataillons révolutionnaires. qui sont plutôt galvanisés par les gardes nationaux arrivés de province, qui eux sont bien patriotes et bien motivés. Bref, imaginez bien la tension entre et au sein de chaque camp. Tout le monde s'observe un peu en essayant de déceler des signes, et pour rajouter un peu à la confusion, il va arriver un petit truc au chef de la garde nationale. Le marquis de Mandat est convoqué à la commune de Paris pour être destitué et arrêté, et dans des conditions qu'on ne connaît pas, il est tué. Toujours est-il qu'on retrouve un papier selon lequel il serait prévu par le camp monarchiste de répondre à la force par la force. Bon, je vais pas épiloguer. Retenez surtout que la situation est floue, que celui responsable de la défense des Tuileries est mort, et que tout le monde est un petit peu tendu. De minuit à 5 heures, on s'arme chez les insurgés. 2 colonnes principales, une sur la rive droite depuis le faubourg Saint-Antoine et une sur la rive gauche depuis les Gobelins avec les Marseillais, convergent vers la place du Carrousel. 2 bonnes nouvelles côté insurgés, les bataillons de la garde nationale des quartiers riches ne bougent pas, et surtout, les canonniers sur les ponts et le bataillon d'Henri IV se retirent, permettant à la colonne de la rive gauche de passer la Seine. À 5h30, les colonnes se rejoignent devant les Tuileries, tandis que les forces royales se replient à l'intérieur du palais. Grosse tension, ça converge doucement, tandis que les forces dans les Tuileries n'osent pas vraiment sortir. À 6h, le roi passe en revue ses troupes au cri de « Vive le roi » plutôt que « Vive la nation ». Ça a l'air de bien perturber les gardes nationaux présents et d'en motiver certains à rejoindre les forces révolutionnaires. Tandis qu'on demande la dispersion du rassemblement place du Carrousel, le roi et sa famille, accompagnés de différentes troupes, s'extirpent aux alentours de 8h vers la salle du manège, là où siège l'Assemblée législative, pour lui demander refuge. En parallèle, des négociations et fraternisations ont lieu, tandis que des colonnes venues des banlieues au nord comme Montmartre ou Saint-Denis arrivent et investissent le jardin des Tuileries. Ainsi, une partie des gardes nationaux devant défendre les Tuileries se disperse ou rejoint les insurgés. Alors, la situation au début des combats n'est pas claire du tout. Ça a l'air de discuter avec une certaine tension.
Les gardes suisses et autres troupes restent dans les Tuileries avec certaines postées aux fenêtres à l'étage. Ça n'aide pas la discussion. Toujours est-il qu'à un moment, quelqu'un tire. Est-ce une trahison suisse qui ont laissé les révolutionnaires s'approcher pour mieux tirer? Est-ce une tentative d'attaque? On ne sait pas. La seule certitude, c'est que la bataille commence à 9h. Oui, je parle de bataille et j'assume. Ça va nous permettre d'en parler tactiquement, on en reparle après. Si, bien évidemment, l'ensemble des combats est assez trouble, on a quand même quelques éléments marquants qui nous permettent d'avoir une idée du déroulé. Vers 9h, alors que des insurgés sont dans la cour des Tuileries, les premiers tirs retentissent. Le palais est alors pris d'assaut, mais les Suisses, depuis l'entrée ou les étages, les repoussent par des salves de tirs bien exécutées. Si les assaillants reculent effectivement, ils n'abandonnent pas et se regroupent plus en arrière, tandis que des canons sont apportés côté jardin et côté cour. Plusieurs remarques sur ce début de bataille. Déjà, on a une bonne partie des gardes nationaux devant théoriquement défendre le château qui se débandent dès les premiers tirs. Ils n'étaient pas là pour ça, visiblement. Au total, on ne doit pas avoir plus de 1500 personnes qui défendent le palais. Ensuite, on peut noter la forte motivation des forces révolutionnaires. Usuellement, dans une manifestation, au premier tir, ça se disperse. Là, au contraire, les différents groupes s'accrochent et reviennent à la charge. L'encadrement et l'organisation encore des fédérés ou des gardes nationaux a pu jouer dans l'affaire. Enfin, les circonstances de la neutralisation des canons sont troubles. Selon certains, ce sont les gardes suisses qui ont réussi une sortie pour aller les saboter. Selon d'autres, c'est par manque de munitions. Et selon d'autres encore, c'est pour éviter les tirs fratricides. Quoi qu'il en soit, les canons ne sont quasiment pas utilisés. Il ne devait d'ailleurs pas y en avoir plus d'une dizaine. Les assaillants tentent donc un ou plusieurs nouveaux assauts, notamment côté cour, ce qui amène à une contre-attaque suisse qui les repousse. C'est peut-être à cette occasion que les canons sont neutralisés. Côté jardin, les insurgés sont tenus en respect, mais les assauts venant du Carrousel et des jardins permettent finalement des incursions dans les Tuileries, avec une concentration des combats autour de l'entrée, de l'escalier et des terrasses extérieures. Les défenses ne seront pas véritablement dépassées avant 11h. S'engagent alors des combats confus à l'intérieur du palais qui se règlent principalement à l'arme blanche. Cette partie-là, c'est la plus opaque de manière assez évidente. Dans une telle situation, si vous aviez un fusil, vous n'aviez certainement pas l'occasion de tirer plus d'une fois. Derrière, c'est la pique, la baïonnette, le sabre. Et entre la fumée, le bruit, le monde, les escaliers et les couloirs, n'oubliez pas qu'il y a des gardes nationaux des deux côtés avec les mêmes uniformes. Une situation très certainement illisible pour les protagonistes. Vers 11h, une force réunissant des gardes suisses et des nobles s'organise pour mener une contre-attaque par le jardin pour tenter de rejoindre la salle du manège et le roi. Les Suisses repoussent efficacement les révolutionnaires qui leur font face par l'application d'un type de tir assez rare, le feu roulant. À ne pas confondre avec la tactique de l'artillerie de la Première Guerre mondiale. Je vais m'attarder 5 minutes sur ce type de tir car il y a quelque chose d'intéressant à le voir utilisé ici, même s'il y a évidemment des doutes. J'ai dû regarder dans l'encyclopédie pour savoir ce que c'était que ce feu. C'est vous dire s'il n'était pas habituel. Le feu roulant, aussi appelé feu de rempart, est un type de feu appliqué par un corps ensemble dans deux types de situations. Depuis des remparts ou pour les cérémonies. Marrant de se dire que les Suisses devaient y être bien entraînés car ils participaient à pas mal de cérémonies. C'est un tir spectaculaire. Contrairement au feu de peloton qui consiste à faire tirer tout le monde d'un coup ou au feu par rang qui consiste à faire tirer un rang à la fois, le feu roulant consiste à faire tirer une seule personne à la fois. Je vous lis la définition. Pour exécuter ce dernier feu, si les troupes sont sur plusieurs rangs, l'aile droite du premier commence à tirer au signal qui lui en est donné. Le feu va jusqu'à l'autre aile, ensuite il commence par la gauche du second rang et il vient à la droite. Puis de la droite du troisième, il va à la gauche de ce même rang, et ainsi de suite des autres rangs sans interruption. On comprend donc que l'objet de ce type de feu, c'est de tirer en continu. Il s'agit donc plus de jouer sur le moral, sur la peur de l'assaillant, plutôt que de faire des gros dégâts. C'est un tir de suppression en fait. Bref, voilà pour ce petit détour qui me semblait tout de même intéressant, même si son utilisation au Palais des Tuileries n'est pas démontrée non plus, voire remarque. On peut tout de même dire qu'à cette bataille, il y a eu plusieurs tactiques utilisées. Et en face, ça a bien tenu, avec des combats qui ont duré plus de 3 heures, avec plusieurs assauts et des corps à corps. Mais finissons la bataille. Côté jardin, les Suisses semblent avancer doucement, mais côté cour, les combats autour et au sein du palais continuent.
On a des combats aux étages et plusieurs fuites s'organisent notamment chez les nobles. Certains s'échappent par les jardins couverts par les Suisses, d'autres par les ruelles côté cour, et d'autres enfin utilisent la grande galerie pour rejoindre le château du Louvre en restant à l'intérieur des bâtiments. Vers midi, par manque de munitions ou par réception et respect de l'ordre du roi de cesser les combats, les Suisses cessent de tirer et sont désarmés, et pour certains exécutés. Les forces à l'intérieur, toujours aux prises, n'ont pas reçu l'ordre et certains se battent jusqu'à 16 heures. Mais le résultat est là. Les forces révolutionnaires ont pris le palais et ont vaincu les forces fidèles au roi. Cet ordre du roi, qui arrive à midi d'ailleurs, est assez perturbant. Il n'a jamais donné d'ordre allant dans un sens ou dans l'autre depuis sa revue jusqu'à midi. Et comme il se trouvait à peine à quelques centaines de mètres des combats, impossible qu'il ait ignoré ce qu'il était en train de se jouer. Aussi, il est loin d'être impossible qu'il ait laissé faire histoire de voir le résultat. C'était pas gagné pour les révolutionnaires, hein. Leur écrasement aurait certainement bien calmé la pression populaire et aurait donné à la monarchie une position un peu plus forte contre le courant républicain ou même l'Assemblée législative. Mais vers midi, ça semblait plutôt joué, même si cet ordre va donner l'impression, on va le voir après, aux forces royalistes qu'elles se sont fait voler une possible victoire. Mais d'abord parlons un peu des résultats. Bon, en fait, c'est assez simple, la victoire apparaît sans appel pour le courant révolutionnaire. C'est l'acte fondateur de la sans-culotterie comme mouvement politique ayant un poids par la rue. L'Assemblée législative, qui avait jusqu'alors temporisé, est désormais bien obligée d'accepter les demandes des sections révolutionnaires. Si elle protège le roi, elle le suspend également et accepte le principe de la convocation d'une assemblée constituante élue au suffrage universel direct masculin pour rédiger une nouvelle constitution. Si la République n'est pas encore proclamée, elle est là de facto. Le 10 août 1792 signe la défaite et la chute de la monarchie française. Ce qui est assez fascinant avec cette deuxième révolution après la Bastille, c'est qu'elle est le fruit d'un soulèvement prémédité, avec un mot d'ordre bien précis. Loin de la vision d'une population bêtement et chaotiquement excitée, on a eu là un mouvement avec des corps organisés et une volonté commune. Ce qui témoigne d'une certaine maturité politique populaire. Si la Bastille est le fruit d'un mouvement spontané, les Tuileries sont celui d'une véritable attente politique. Ce qui explique d'ailleurs que l'on passe des années de la liberté, comptées depuis 1789, aux années de l'égalité, comptées à partir de 1792, en premier de la République. Ombre au tableau, les massacres de septembre, du 2 au 7 septembre 1792, qui mènent à l'exécution de presque 1500 prisonniers, essentiellement des prêtres réfractaires, mais aussi des Suisses et des nobles capturés le 10 août, dans un contexte de rumeurs complotistes et d'invasion prussienne. Reste que le 21 septembre se rassemble l'Assemblée constituante élue, la Convention nationale. Et sa première action consiste à abolir la royauté et à déclarer la République. Mais pour nous, il est temps de discuter un peu d'autre chose. Dans cette série, nous allons nous concentrer sur les liens entre histoire, au sens de la discipline historique, et mémoire, au sens de vécu collectif du passé. Et pour pouvoir le faire sereinement, il convient de commencer par aborder la question de l'interprétation contemporaine d'un événement. En effet, quand quelque chose arrive, cela arrive au présent, et il est bien rare que l'on soit capable de déterminer ce qu'il s'est réellement passé, ni même ce qu'il était en train de se jouer au fond. Et pour ça, la journée du 10 août 1792 est parfaite, parce que ça a été bien le bordel, qui a complètement dépassé tous ses acteurs, ses témoins et ses protagonistes. Comment se sont-ils appropriés l'événement? Qu'en ont-ils tiré? Et finalement, quelle est la première histoire qu'ils nous ont racontée de cette prise des Tuileries? On peut identifier 3 groupes principaux dans l'écriture de cet événement, dont le discours s'est imposé à différents moments. Les premiers, ce sont les républicains victorieux de cette journée et les politiques favorables à son issue. Les deuxièmes, ce sont les gardes suisses, qui ont un peu pris lourd sans avoir rien demandé. Et les derniers, ce sont les nobles venus défendre le roi, qui, à l'occasion de l'Empire et de la Restauration, reviendront en France et imposeront leur récit, qui n'est pas sans sel. Mais commençons par les vainqueurs. Première observation, le nombre de morts rend la journée particulièrement choquante pour les contemporains. On peut estimer qu'il y a eu entre 800 et 1000 morts le 10 août. C'est beaucoup plus que les 100 morts de la Bastille ou que les 3 morts de Versailles. Les pertes sont réparties grossièrement pour moitié-moitié. Côté royaliste, ce sont essentiellement les Suisses qui ont essuyé les pots cassés, mais ça on va y revenir. Côté révolutionnaire,
Les fédérés marseillais accusent 10% des pertes en comptant les blessés. Et les morts viennent d'un peu tout Paris avec une plus forte représentation des quartiers populaires radicaux comme le Faubourg Saint-Antoine ou les 15-20. Résultat, contrairement à la reconnaissance officielle d'une liste des vainqueurs de la Bastille, là on parle plutôt d'une journée d'horreur, de massacre, de combats fratricides. Les morts et les blessés sont désignés comme des victimes. Ils sont comptabilisés par section révolutionnaire, menant à un total de 376 morts, qui ont droit à un grand service funèbre le 21 août. On fait défiler devant les assemblées les blessés, on donne des pensions aux veuves, aux orphelins, bref, on les traite comme des soldats étant partis à la guerre. C'est que, même si ça peut paraître paradoxal au vu du déroulé de la bataille, les révolutionnaires se voyaient plutôt dans une position défensive. Il s'agissait pour eux de défendre la révolution contre une possible attaque des monarchistes contre ses conquêtes politiques et sociales. On souligne donc le patriotisme de ces insurgés et la nécessité d'une nouvelle fondation de la société, ce qui est un appel à la République. Confronté à une invasion extérieure, le camp monarchiste, organisé autour du roi et des nobles encore présents, paraissait être une menace intérieure. Une espèce de 5e colonne avant l'heure. Les patriotes craignent véritablement une sorte de Saint-Barthélemy menée contre eux. Ce récit est d'ailleurs renforcé par les documents, la poudre et les armes retrouvés dans les Tuileries après son pillage. On s'en sert d'ailleurs pour incriminer la cour. Voilà pour le récit révolutionnaire. Une journée patriotique glorieuse mais tragique, dont on pleure les morts et les blessés, et dont la responsabilité incombe au roi et aux monarchistes. Elle nourrit profondément la dynamique républicaine et restera inscrite dans la culture française de ce régime, un commun acquis de haute lutte par une violence nécessaire. Mais notez bien que, entre les événements qui viendront à la gloire de la Première République et le manque de culture écrite des personnes impliquées côté révolutionnaire, ce récit ne va pas beaucoup plus loin. On a tout de même quelques images qui nous en restent, notamment des gravures parlant du siège des Tuileries, comme quoi la dimension militaire ne leur a pas échappé, et surtout ce tableau, peint par Jacques Berthaud en 1793. Vous remarquerez que les camps sont clairement identifiés entre les uniformes bleus de la garde nationale et les uniformes rouges de la garde suisse. Une manière de gagner en lisibilité, mais qui masque justement la profonde confusion de la bataille. Justement les Suisses, parlons un peu d'eux. Leur situation est complexe. La garde suisse est tout de même un régiment qui sert le roi de France depuis 1516 et dont on peut faire remonter le lien avec le roi à 1481. Et de fait, pendant la Révolution, ils sont bien ballottés, ce qui ne signifie pas qu'ils ont simplement subi. Au sein de la garde suisse, la part acquise aux idées de la Révolution n'est pas négligeable du tout. Certains fraternisent, d'autres hésitent. C'est pas une évidence. Toujours est-il que sur les 1500 gardes suisses, 900 sont présents aux Tuileries et 300 autres sont en Normandie pour préparer une éventuelle voie de repli à la famille royale début août. Sur les 400 à 500 morts du côté royaliste, c'est eux qui paient le prix fort. On estime qu'ils ont perdu dans les 300 hommes. C'est autant que ce corps avait perdu pendant la bataille de Fontenoy. Pour ce corps de mercenaires historiques et pour la Suisse en général, cette journée du 10 août 1792 est profondément traumatisante. Et ça s'arrange pas avec les massacres de septembre où d'autres gardes suisses prisonniers sont passés par le fil de l'épée. De quoi provoquer une profonde crise diplomatique avec les Suisses, certainement un des seuls pays à n'avoir jusque-là montré aucune animosité. Et les enjeux sont importants. En effet, la Suisse menace un temps de laisser les armées autrichiennes passer par son territoire pour envahir la France par la Franche-Comté, qui n'est en rien préparée à réagir à une invasion. Alors bon, pas mal de politiques français essaient d'aider ces Suisses désormais désarmés et sans corps militaire. Pour maintenir les relations avec la Suisse aussi, hein. On les dédouane, on met en scène des effusions d'amitié, on leur crée un pardon public pour essayer de les rabibocher avec la population et les sans-culottes. Et il faut dire que pour ces derniers, le 10 août a été provoqué par des premiers tirs suisses. Ça aboutit tout de même à une transformation de cette journée. De trahison ou complot suisse, elle devient un crime du roi. Les Suisses peuvent ainsi devenir d'autres victimes du 10 août. Leur commandant, D'Affry, est acquitté et s'occupe de faire rentrer les Suisses chez eux. On propose même à chacun d'entre eux de devenir français et de rejoindre la lutte de la Révolution, ce que 300 d'entre eux feront. L'alliance avec la Suisse est rompue, mais leur neutralité est assurée. Les Autrichiens ne pourront pas passer par chez eux. Reste que ce souvenir du 10 août restera chez les anciens gardes suisses. Une nouvelle garde suisse sera fondée en 1814 pour Louis XVIII et on créera une médaille pour les rescapés en 1817.
Le lion de Lucerne sera édifié par la suite pour commémorer l'événement du point de vue suisse. Le compte qui y est donné est exagéré, mais montre l'importance que l'événement a eue pour les Suisses en général, attachés à leurs mercenaires en service à l'étranger. Nous reste maintenant à aborder le dernier et le plus gros morceau, les nobles volontaires à la défense du roi le 10 août. Je vous les avais signalés comme 200 à 300 chevaliers ayant formé 2 compagnies indépendantes et je vous en ai pas plus parlé par la suite. C'est que ils ont plutôt servi à rien. Indépendants, sans chaîne de commandement, complètement séparés des autres forces, armés à l'ancienne, avec des épées, des couteaux de chasse, des pistolets de poche, ils sont juste pas adaptés. Et de toute manière, ils ne vont même pas vraiment essayer. Si certains s'engagent, dans les faits, la majorité s'enfuit. On parle de 7 morts dans leur rang. Et pourtant, c'est bien eux qui vont avoir le dernier mot sur le récit apposé sur la journée du 10 août. Pas dans l'immédiat, dans un premier temps, c'est surtout la débandade. Mais avec la mise en place de l'Empire, puis le retour de la monarchie avec la Restauration en 1814 et 1815, les nobles survivants reviennent et retrouvent leur position sociale. Une partie d'entre eux va ainsi écrire des mémoires sur la journée, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ont une vision particulièrement auto-centrée, surtout vu leur rôle anecdotique. En fait, au sortir de la période révolutionnaire, ces nobles vont participer à une tradition littéraire martyrologique, associée à l'idée de guillotine ou de la terreur. Enfin, vous voyez le tableau. En ce qui concerne le 10 août 1792, une vision s'impose. Il s'agit ici de la mort de la chevalerie elle-même. Alors vous me direz, la chevalerie, elle est tout de même morte à chaque siècle. Et vous n'auriez pas tort. Mais justement, en faisant des Tuileries un nouveau chapitre de cette chevalerie massacrée, elle en fait un moment sacrificiel pour la noblesse. À Crécy en 1346, à Azincourt en 1415, à Pavie en 1525, à Saint-Quentin en 1557, que de défaites où la chevalerie a perdu de nombreux éléments montrant sa capacité à verser son sang pour le roi. Le 10 août 1792 intègre un panthéon, celui des défaites magnifiques de la noblesse française, avec un parallèle d'autant plus assumé avec la bataille de Saint-Quentin, que celle-ci a également eu lieu un 10 août. Alors c'est très intéressant cette proposition parce que ça réécrit complètement la journée. De totalement minoritaires et sans influence sur le déroulement des combats, les nobles se mettent avec le roi au centre du jeu. Il faut bien vous dire qu'en 1792, et notamment à Paris, la noblesse est tout sauf fière et triomphante. Une bonne partie des nobles opposés à la Révolution sont en réalité déjà partis à l'étranger, persuadés que c'est depuis l'extérieur de la France, par l'émigration, que la Révolution pourra être matée. Donc ceux qui restent, ils sont pas bien costauds sur leurs appuis. D'autant plus qu'ils ne sont pas tous sur la même longueur d'onde quant à leur acceptation des idées de la Révolution. Certains y trouvent parfaitement leur compte, d'autres ne réagissent pas. Au point qu'ils se font plutôt discrets à Paris. Ils tentent bien des trucs, mais ils sont souvent humiliés, ce qui les amène à agir plus discrètement. Ce qui nourrit en retour une peur du complot chez les révolutionnaires qui noblent ces nobles les chevaliers du poignard. Et ce d'autant plus que la noblesse restante se concentre. L'isolement du roi dans le palais des Tuileries à partir de 1789 a, disons, élitisé son entourage. Les nobles les plus impliqués se sont ainsi rassemblés pour former une nouvelle cour, plutôt martiale, dans un réflexe féodal de protection du corps du roi. Le 20 juin 1792, au premier coup de pression populaire, ces nobles ont pu se croire importants, mais de fait, ils ne sont pas si nombreux à converger au palais du 9 au 10 août 1792. Et ils ont un peu servi à rien. Bon, faut aussi dire que leur geste a été rendu de facto caduc par la fuite du roi dès 8 heures le 10 août. Et oui, car ce qui les intéresse, c'est le corps du roi, c'est leur lien avec la monarchie. Ce qui fait que ces nobles développent, dans un second temps, l'idée d'une victoire volée. Pour eux, c'est sûr, sans l'ordre de cesser le feu d'un roi si impotent qu'il n'est pas resté avec sa noblesse pour se battre, ils auraient vaincu. Ce qui semble peu probable. Plusieurs témoignages, notamment suisses, signalent qu'il commençait à manquer de munitions et que les assaillants avaient effectivement réussi à investir le palais. Toujours est-il que cela soulève un paradoxe de cette bataille, elle n'a pas vraiment d'objet. La disparition du roi rend le combat particulièrement symbolique. Un bras de fer entre des forces politiques antagonistes à la limite de la guerre civile et dont l'issue consacre la victoire de la République et donc la mort de la chevalerie et de sa monarchie privée de son roi. Alors rendez-vous bien compte, ce que je vous raconte là, c'est tiré de la vision des mémoires écrites par les nobles qui étaient bien présents le 10 août.
Mais ces nobles n'ont pas écrit leur mémoire le lendemain avec l'idée de nous expliquer gentiment comment s'était déroulée la journée, avec une véritable volonté de faire triompher la vérité. Au contraire, ce sont des écrits a posteriori, nourris par des réflexions personnelles et collectives des événements qui ont suivi, notamment jusqu'à la fin de l'Empire. Et surtout, il s'agit là de textes pour se mettre en valeur, pour transformer leur action du 10 août en quelque chose de positif, de louable, d'héroïque. Il y a toute une mise en scène collective, mais aussi personnelle de ces nobles qui, sous la Restauration, peuvent être fiers d'avoir participé à cette journée. Celle-ci est d'ailleurs traitée comme une campagne entière, ce qui joue dans leurs pensions ou dans les médailles qu'on leur distribue. Bon, ça concerne que les vétérans de la garde constitutionnelle, mais ça veut tout de même dire que si vous avez participé aux Tuileries, ça compte comme une campagne militaire entière dans le calcul de vos pensions. Une journée pour plusieurs mois de campagne, ça les vaut franchement. Sur le plan collectif, il ne s'agit pas de décrire l'événement, mais de l'écrire, pour ne pas dire le réécrire. Ils construisent ainsi un récit et l'imposent pour transformer cette défaite indiscutable en une victoire morale de la noblesse. Elle n'a pas cédé face à la violence révolutionnaire. Elle a défendu son rang, son honneur, respecté ses codes. Elle a défendu la monarchie. Et ce récit s'impose d'autant plus facilement qu'en face, on écrit peu de mémoires et surtout que la monarchie est revenue. Tout cela explique que ces mémoires, bien qu'écrits par différentes personnes, est tous un récit très stéréotypé. Avec le recul, on a le temps pour donner du sens à l'événement et on finit par avoir la même vision de ce qui s'est passé, notamment quand on a les mêmes intérêts et qu'on appartient à la même classe sociale. Ce qu'il y a tout de même d'intéressant à noter, c'est que même dans ce récit par la noblesse, leur inadaptation est criante. Ils doivent se déplacer cachés pour rejoindre ou fuir les Tuileries. Ils ne sont pas armés ni convenablement organisés tactiquement pour répondre aux défis de ces combats, contrairement aux Suisses. Dans une forme de mise en scène de leurs différences sociales, ils refusent catégoriquement de s'adapter à la situation. Pas de fusil, pas de mélange avec les autres troupes. Beaucoup se munissent d'armes blanches. L'épée, bien sûr, véritable arme identitaire, mais aussi des couteaux de chasse. L'enjeu est pour eux de se battre selon l'image qu'ils se font de la chevalerie, retournant ainsi le stigmate qui leur est accolé. Les patriotes, je vous l'ai dit, les surnomment en effet les chevaliers du poignard, pour souligner leur obsolescence, leur ridicule, mais aussi pour les associer à une arme qui est plutôt celle de la félonie, de la trahison, du complot, des assassins. Et pour désigner l'action d'en face, ce sont les récriminations classiques de la barbarie et de la violence de la populace, qui rentrent d'ailleurs dans les classiques de la martyrologie nobiliaire. Que des anecdotes sordides qu'on peut avoir encore dans notre imaginaire aujourd'hui, d'une foule haineuse, désorganisée, pas particulièrement politique, alors que clairement non. Voilà à peu près tout ce qu'on peut dire sur l'écriture de l'événement par ses contemporains. Vous remarquerez que dans l'opposition mémorielle entre monarchistes et républicains, ce sont clairement les vaincus qui ont écrit cette histoire. De fait, il faudra attendre le XXe siècle pour une étude plus méthodique de cette journée fondatrice. Pour rendre aux révolutionnaires leur lettre de noblesse. Mais pourquoi je vous raconte tout ça ? Eh bien, c'est surtout vis-à-vis de la question de la mémoire, pour vous montrer à quel point l'écriture d'un événement par ses contemporains n'a rien de neutre. Ça fait d'ailleurs partie du travail des historiens et des historiennes que de questionner le biais, la motivation, l'intéressement des sources écrites qu'on a encore à disposition. En tant qu'enjeu social, politique, culturel et même touchant à notre imaginaire collectif, les histoires que l'on raconte, même en ayant été acteur ou témoin, servent un propos. Glorieuse mais tragique journée pour les républicains, elle a aussi été un traumatisme pour tout un régiment, vécu par tout un pays. Mais c'est finalement bien le récit de la classe sociale redevenue dominante et qui avait le plus la culture de l'écrit à l'époque qui s'est imposé. La noblesse, la moins influente, la plus inadaptée et qui a subi le moins de pertes, a ainsi pu transformer la prise des Tuileries en un nouveau sacrifice de la chevalerie pour la monarchie française. Réduisant la portée politique de l'événement, mais aussi l'engagement des révolutionnaires. Ce qui joue pour beaucoup dans l'imaginaire qu'on a encore aujourd'hui de la foule révolutionnaire et dans l'idée que le 10 août 1792 n'était pas une bataille. Alors que cette journée a pourtant fait plus de morts que la bataille que nous allons analyser dans la prochaine vidéo, celle de Valmy. Qui nous servira de parfait exemple pour comprendre la notion de mémoire à ne pas confondre avec l'histoire. Et petite remarque au passage, si le sujet de cette vidéo vous a intéressé, sachez que Clément Weiss, auteur du livre sur lequel je me suis le plus appuyé pour cet épisode, a également été interviewé dans un épisode du Fil de l'épée, un podcast dont je vous mets le lien en description.
n'hésitez pas, hein, c'est très bien évidemment. Et voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Quant à moi, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne journée.